vous présenter brièvement notre association. Alors, je l'ai fait sur informatique, mais bon. Alors, nous sommes une association qui est créée déjà depuis 2 ans et demi sur l'Aisne. Nous sommes reconnus par l'État et en tant que jeunesse et éducation de la vie associative, JEP, voilà. Et nous sommes en comité d'administration où nous avons donc un ergothérapeute, 2 orthophonistes, et une psychomotricienne, et des enfants et des parents, bien évidemment, motivés. Voilà. N'oublions pas, si nous sommes là et s'il faut agir vraiment, et c'est parce qu'en France, nous avons quand même 7 millions de 10. 7 millions de 10, ce n'est pas rien. 30 000 dans l'Aisne. Donc voilà, donc je sais qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas de l'Aisne, voilà, mais 7 millions de 10 en France, c'est quand même assez colossal. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons vraiment la volonté d'agir ensemble et de faire en sorte qu'il y ait vraiment de grands changements pour nos enfants et que ce soit vraiment pris en compte dans toutes les têtes. Voilà. Donc, je vous remercie. Je laisse la parole maintenant à Mina pour que nous puissions tous découvrir ensemble Cantou et je vous souhaite vraiment une très belle découverte. Merci à vous. Merci Sébastien. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui. Oui. Super. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a prévu de vous présenter, c'est de vous montrer des astuces, en fait, des choses qu'avec notre expérience et avec beaucoup d'échanges qu'on fait dans le quotidien avec des ergothérapeutes, des enseignants, des orthophonistes, voilà, toutes les personnes qui sont concernées par les troubles 10, c'est des choses qu'on a appris et qu'on voulait justement vous partager. Donc, très rapidement, on s'est déjà présenté, mais pour ceux qui sont arrivés après, donc moi et mon associé François, nous sommes lancés sur ce projet qui s'appelle Cantou. Et Cantou, en fait, vient de l'anglais can to, justement parce qu'il a comme ambition vouloir aider les enfants 10, tous les enfants, en fait, à montrer qu'eux aussi peuvent, et ils ont cette capacité que tous les enfants, ils ont. Et on est vraiment convaincu que les troubles 10 n'ont aucun impact sur leur intelligence et on veut transmettre ça avec les bons outils. Donc, en fait, on est une entreprise lilloise, on est basé à Yora Technologies, donc on n'est pas loin de l'Aisne. Donc, c'est pour ça notre proximité avec Sébastien, avec Dizaine, parce qu'on trouve que c'est vraiment une association passionnante avec laquelle on fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui avec Sébastien et avec vous. Tu veux commencer? Oui. Donc, du coup, quand on parle de troubles 10, bon, il y a énormément de troubles 10, il y a des 10 en plus qui cumulent plusieurs troubles. Ce qui est important de comprendre, c'est que les troubles 10, ce qui les caractérise, c'est finalement un dysfonctionnement d'une fonctionnalité très spécifique du cerveau. Une chose qui, d'habitude, fonctionne d'une certaine façon et qui, là, va fonctionner différemment ou moins bien sur une activité précise. Pour autant, ça n'empêche pas du tout le reste des fonctionnalités du cerveau de fonctionner très, très bien. Et l'enfant, en fait, le cerveau a cette capacité à trouver des solutions, à contourner les problèmes. Et simplement, il faut lui donner un cadre dans lequel il va pouvoir utiliser cette compensation et ne pas s'acharner à le forcer à travailler cette partie justement qui ne fonctionne pas. Et on va essayer de voir pourquoi sur chaque trouble 10, l'ordinateur va être une solution, pourquoi le numérique va permettre de compenser le handicap. Parce qu'avant de développer des outils, d'encourager l'ordinateur, c'est important de se demander si est-ce que c'est vraiment une bonne solution, est-ce que c'est la bonne voie pour aider les enfants. Et en fait, si on prend par exemple la dyspraxie, qui va mettre l'enfant face à une difficulté à automatiser des gestes, automatiser des processus, avoir aussi des gestes avec une
une précision motrice fine. En fait, l'ordinateur, aujourd'hui, on l'utilise essentiellement justement pour ça, pour automatiser des choses, parce qu'il fait ça très, très bien. Lui, il n'a pas besoin de… Enfin, l'ordinateur, il ne pense pas. Et du coup, on va pouvoir compenser le trouble de la dyspraxie avec l'ordinateur, parce que l'enfant va s'occuper de penser des choses où on a besoin enfin, on s'intéresse au cerveau. Et l'ordinateur va s'occuper d'automatiser les choses qui sont justement difficiles pour l'enfant. C'est ça. En fait, moi, je dis souvent, c'est que en fait, le trouble 10, c'est simplement une façon différente de fonctionner. Et en fait, on peut trouver d'autres façons d'exiger des choses d'eux. Par exemple, dans le cas d'une dyslexie, c'est en difficulté de lecture, mais pourquoi on ne peut pas demander aux enfants d'écouter les cours? Donc, ça veut dire utiliser une partie différente du cerveau qui fonctionne très bien et qui peut permettre à l'élève, par exemple, de comprendre l'énoncé d'une question et la répondre peut-être à l'oral, parce qu'à l'oral, l'enfant il est très à l'aise vu qu'il n'a pas besoin d'écrire ou de lire. Donc, dans le cas de la dyspraxie, ce que j'aime bien dire, c'est que nous, si on est droitier, moi je suis droitier, si j'essaie d'écrire avec ma main droite, j'arrive très bien. Par contre, si j'essaie d'écrire avec ma main gauche, j'aurai beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il ne fonctionne pas comme ça et il est conçu pour fonctionner, pour être droitier. Et par contre, si je vais sur un ordinateur, qui est une des solutions parmi d'autres, effectivement, François a raison, c'est celle qu'on va le plus parler aujourd'hui, parce qu'on est convaincus. Mais si on va sur un ordinateur, avec la main gauche, avec la main droite, on arrive assez bien à aller sur un clavier. Peu importe de quel côté nous sommes. Si on est plutôt droitier ou gaucher, peu importe, on va utiliser les deux mains tout à peu près. Exactement. Et en fait, j'utilise cet exemple pour vous montrer que même si les troubles 10 laissent une partie du cerveau, il y a d'autres parties qu'on peut utiliser, que l'enfant il va arriver très bien à prendre en compte pour pouvoir compenser son handicap et être autonome et faire tout ce qu'on attend qu'il fasse à l'école. De plus, en fait, ce qu'on aime bien dire, c'est que les enfants 10, ils sont déjà à l'ère du numérique il y a bien longtemps. François, il travaille sur le domaine il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, en fait, on voit déjà des enfants 10 qui ont déjà un ordinateur, qui utilisent déjà pour compenser leur handicap. Et en fait, on a beaucoup de choses à apprendre avec ça. Parce qu'aujourd'hui, avec les coronavirus, on parle de numérique à l'école. On n'a pas le choix, d'ailleurs. Et du coup, ça nous est imposé. Mais le trouble 10, ça a été le premier. En fait, mon enfant, le trouble 10, ça a été les premiers qui ont ramené cet ordinateur à l'école. Et à cause de ça, en fait, nous, ça nous a sur qu'est-ce qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas en termes de compensation de handicap. Et c'est sur ça qu'on essaie de capitaliser pour vous présenter tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est ça. À noter d'ailleurs que souvent, finalement, l'ordinateur, enfin, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'ordinateur permet de compenser le handicap, et on va dire en théorie, sauf que c'est, en fait, la difficulté, ça passe à l'étape d'après, c'est que l'élève compense son handicap, mais une fois à l'école, il a son ordinateur, il sait compenser son handicap, mais pas dans des situations de classe. Il ne sait pas faire à l'ordinateur ce qu'on va lui demander en classe, en fait. Et c'est sur cette problématique-là que nous, on s'est concentré. Bien. On va vous en parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais profiter, avec l'accord de Sébastien, qui pourra me corriger si j'ai dit de bêtises, mais je pense que ce sont des chiffres officiels. Donc là, la Fédération française des 10, par exemple, déclare que 50% des échecs scolaires sont liés au trouble 10, ce qui veut dire que c'est assez significatif. C'est impressionnant même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le système éducatif aujourd'hui, il ne se bat assez pour ils finissent par sortir du système et être mis de côté ou peut-être faire des métiers qui ne leur correspondent pas. Donc, pourquoi on est ici en train de se battre pour dire comment faire les troubles à l'école, alors qu'on pourrait se dire, les enfants, ils sont tellement bien qu'ils n'ont pas besoin de ça, parce qu'on veut qu'ils ont toutes les chances, comme les autres, qu'ils soient à l'égalité avec tout le monde et qu'ils puissent exploiter leur plein potentiel. C'est ça. En fait, c'est des élèves, donc ouais, juste pour montrer aussi, effectivement, l'OMS déclare que les troubles 10 concernent 8 à 12% de la population. Ça représente 2 à 3 élèves par classe, millions d'élèves, juste pour montrer le niveau quand même.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que le collège, c'est une étape très, très compliquée pour les 10, parce que c'est là qu'on va commencer à leur demander des choses plus complexes, et justement des choses qu'on peut plus faire, qu'on peut pas faire à l'ordinateur, qu'eux, ils sont pas capables non plus de faire avec un stylo. Et sans compensation, ce qui se passe, c'est que ça va être très compliqué pour eux le collège, et souvent, ils vont être orientés vers des filières professionnalisantes. Et on a souvent eu des discussions, enfin moi j'ai souvent eu des discussions avec des personnes dans des établissements où c'était flagrant la différence entre les établissements, on va dire, de filière générale et les filières professionnelles, où les filières professionnelles nous disaient qu'ils avaient entre 50 et 80% de 10 dans leur classe, alors que pour les filières générales, en particulier au lycée, ils ne savaient même pas ce que c'était le trouble 10 parce qu'ils n'en voyaient pas, quoi. Enfin, c'était ultra rare. Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, ils ont tout à fait les capacités de comprendre le programme scolaire. Ce n'est pas le programme ou ce n'est pas la difficulté intellectuelle de l'exercice qui pose problème. Hein. C'est souvent, par exemple, de comprendre l'énoncé pour répondre à la question, en fait. Du coup, perdre des points parce qu'ils n'ont pas compris la question, en fait. Des choses comme ça. En fait, nous, ce qu'on trouve important, c'est qu'il faut montrer que l'élève est capable de faire le raisonnement, suivre le raisonnement, et pas s'il a une difficulté de lire, ça ne doit pas l'empêcher de montrer qu'il sait comprendre les raisonnements. C'est ça. Donc, en partie. Donc, pour finir ce petit parenthèse sur les chiffres, je vous présente ici des chiffres officiels de l'éducation nationale qui montrent l'évolution d'élèves en situation de handicap scolarisés dans des classes ordinaires en bleu et dans des ULIS en gris. Donc, en fait, vous voyez que fait, le nombre est en train d'exploser parce que ces chiffres que vous voyez en grand des 1 million d'élèves 10 estimés en France, vous allez bien me dire que ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, on n'en a pas autant que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces enfants, ils ne sont pas tous diagnostiqués. Mais si vous voyez l'évolution, c'est en train de monter, c'est en train d'arriver. Donc, nous allons vers un futur où on aura de plus en plus de troubles 10. En fait, on estime qu'il y a seulement 30%. Si vous voyez, il y a à peu près 300 000 élèves sur un handicap déclaré. Donc, il y a encore 70% des enfants 10 qui vont être diagnostiqués, qui seront diagnostiqués dans l'avenir et que le système, l'éducation nationale aura le besoin de les accueillir. Donc, tout ça, c'est une réalité qui arrive et que je sais que vous êtes confrontés, c'est pour ça que vous êtes là. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes juste les premiers, vous êtes pionniers et que c'est une réalité qui va arriver. Et que ce qu'on est en train de vous montrer, en fait, ça va concerner de plus en plus de personnes et les solutions sont de plus en plus importantes. OK, donc on a arrêté avec la petite introduction, parler un peu de chiffres, et on va rentrer un peu plus dans les détails de chaque trouble 10, en essayant de vous apporter avec notre connaissance un peu plus de solutions concrètes. On va peut-être les prendre dans l'ordre. Nous, on n'est pas... je mets une petite précaution au début. Nous, on n'est pas professionnels de santé. Hein. Donc, nous, on va vous parler de notre expérience, de tout ce qu'on a pu accumuler comme expérience avec les élèves au fil des années. Si un professionnel de santé pense qu'on dit quelque chose de faux, déjà, vous pouvez, il y en a dans l'assistance, donc n'hésitez pas à intervenir. Et puis, bon, c'est toujours eux, ça sera toujours la référence parce que c'est vraiment le cœur de leur métier. Hein. Donc, voilà. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend, c'est justement avec eux, c'est justement d'échanger au quotidien, tous les jours, avec des ergothérapeutes. On travaille très proche avec les ergothérapeutes, mais aussi avec les orthophonistes, les médecins scolaires, non seulement en France, mais aussi en Belgique, au Québec, en Suisse. Et en fait, c'est le fait d'échanger avec eux et c'est aussi le fait de comprendre tous les outils qu'ils utilisent pour essayer de compenser qui nous fait avoir cette expérience. En fait. C'est ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre les troubles les uns après les autres pour voir, nous, ce qu'on a appris dessus et nous en communiquer le maximum de notre expérience sur ça. Donc, sur la dyslexie, bon, je pense que c'est un des troubles les plus connus qui pénalise la lecture de l'élève, en fait, et aussi souvent, du coup, l'écriture par conséquence. Alors, la solution, la difficulté de l'élève, effectivement, ça va être que à l'école, l'essentiel des ressources,
enfin, de ce qui se passe à l'écrit, quoi, sous forme, oui, c'est ça, écrite, notamment les épreuves aussi, les énoncés des questions, etc. Tout passe par l'écrit. Il y a une partie orale où le prof va peut-être dicter son cours, donc ça va l'aider, ça va lui permettre quand même de continuer à progresser et à apprendre. Mais ce qui va le pénaliser, c'est toutes ces étapes écrites. Et en fait, on va pouvoir l'aider de différentes façons. Alors, il y a évidemment l'oralisation des textes qui peut se faire de différentes façons. Aujourd'hui, il existe par exemple des stylos lecteurs qui permettent de surligner un texte et d'avoir un retour audio dans un écouteur, par exemple, qui permettent de beaucoup aider les élèves, notamment justement pendant les épreuves écrites, pour ne serait-ce que comprendre les questions. On va avoir aussi, l'ordinateur va pouvoir aider avec des correcteurs orthographiques, des outils il y a aussi des outils de synthèse vocale qui sont compliqués à utiliser en classe, qui vont de reconnaissance vocale, pardon, qui permettent de dicter un texte et d'avoir ce qui a été dicté écrit sur la copie. Mais c'est vrai que c'est compliqué à utiliser dans un environnement bruyant comme la classe. En fait, l'élève, comment dire, pardon, excuse-moi. Il y a une dernière solution aussi qui permet de faciliter, c'est de jouer sur l'affichage du texte. Choisir une police d'écriture il faut tester plusieurs polices. Il y en a qui sont connus pour aider, genre Comics sans MS ou Open Dyslexic, qui sont des polices d'écriture qui vont être plus faciles à lire pour un élève dyslexique. Et on peut jouer aussi sur l'affichage des textes. Il y a des logiciels qui permettent de séparer plus les mots, les lignes, de séparer les lettres, de séparer les syllabes, de jouer aussi avec des systèmes de couleurs pour permettre à l'élève de mieux reconnaître les phonèmes, les sons « et », les sons « est », les sons « feu », et qui vont permettre aussi de jouer pareil sur d'autres zones du cerveau, pour mieux comprendre, mieux lire, mieux arriver à lire les textes. En fait, ce qu'il faut comprendre après, c'est que, il y a souvent une réticence dans l'école à l'usage de ces types d'outils, parce qu'il y a des gens qui vont penser que, surtout les correcteurs orthographiques par exemple, que c'est injuste parce qu'il y a une aide. Et effectivement, noter un élève dyslexique sur une dictée s'il a un correcteur orthographique, ça perd de son sens. On est bien d'accord. Après, ce qu'il faut mettre en perspective, c'est que la dictée, ce n'est pas l'essentiel de ce qui est appris à l'école par les élèves, c'est un type d'examen qui est fait, un type d'apprentissage, et l'élève peut très bien poursuivre son cursus scolaire, même s'il a des difficultés, même s'il ne maîtrise pas la dictée, et il peut aussi s'appuyer sur des plans d'accompagnement personnalisé, pour dire que ça n'a pas de sens d'évaluer un élève dyslexique sur sa dictée, en fait, et du coup, peut-être avoir une dispense sur ce type d'examen ou un examen aménagé. Voilà. Mais par contre, sur tous les domaines les compétences qu'il est censé apprendre en gros, pendant sa scolarité et qui sortent de la dictée, il ne faut pas hésiter à utiliser des outils qui vont nous permettre de se concentrer sur ce qu'on cherche vraiment à évaluer. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la dyslexie? J'ai oublié quelque chose. Juste pour vous expliquer, en fait, on est en train de faire une présentation globale des solutions, puis après, on va rentrer dans les détails de chacune en montrant quelles sont les solutions concrètes qui existent. Ouais. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, on va vous répondre au fur et à mesure. Dyspraxie? Ouais. Alors, la dyspraxie, du coup, j'ai donné un petit peu j'avais déjà un petit peu commencé à en parler, mais effectivement, le dyspraxique va souffrir de deux choses, c'est la maladresse, donc déjà tenir un stylo et écrire avec un stylo, en fait, c'est une opération qui nécessite pour le cerveau une gymnastique qui, pour nous, a été automatisée, en fait, que notre cerveau fait sans y penser.
mais qui, pour lui, justement, nécessite une concentration permanente pour jauger de la force à mettre sur le stylo, tout en faisant des gestes pour dessiner les lettres en même temps, et c'est très compliqué pour lui. Ça ne sert à rien de s'acharner au-delà outre mesure sur le faire écrire à la main. Bon, forcément, on peut améliorer un peu le résultat. Il va pouvoir écrire un peu mieux, mais c'est un handicap. On ne peut pas l'ignorer. Il pourra pas disparaître par l'exercice, en fait. Enfin, ça, c'est ce que nous, on a vu par notre expérience. Il faut simplement l'accepter, le prendre en compte, et du coup le soulager de toutes ces tâches justement d'écriture, de dessin à la main, où il va manipuler des outils physiques en fait avec ses doigts qui vont nécessiter de la précision. C'est pour ça que pour eux, tout ce qui est tracé géométrique par exemple, que ce soit en maths ou pour faire des schémas, pour faire des choses comme ça, il faut vraiment pas hésiter à passer à l'ordinateur. En fonction de son niveau, il y a plein de logiciels qui permettent de faire justement des schémas ou de la géométrie. Je m'en permets juste d'ajouter que pour tous les autres troubles 10, l'ordinateur, en fait, il peut être… en fait, même si on est ici en train de défendre l'ordinateur, je fais une petite parenthèse pour vous dire que c'est du cas par cas. Et du coup, nous ne sommes pas des professionnels de santé. Et en fait, moi, je suis convaincue, je vais toujours vous dire que je suis convaincue que ça fait toute la différence dans la scolarité dans l'année 10, peu importe lesquels, d'avoir un ordinateur. Par contre, c'est clair qu'il y a des cas où il faut étudier pour voir si le trouble 10 il est assez intense et que l'ordinateur il aura une bonne influence. Dans le cas d'une dyspraxie, dans la plus grande majorité des cas, l'ordinateur, il change tout. Il va vraiment pouvoir compenser, transformer la scolarité d'un enfant 10. Donc, vraiment, pour la dyspraxie, je vous conseille, en fait, et ça, c'est la plus grande partie des ergothérapeutes. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ergothérapeute, en orthophoniste, j'ai vu qu'il y a plusieurs qui sont ici qui veulent s'exprimer à ce sujet. Je ne sais pas, peut-être, vous voulez interagir un peu avec nous? Bref, en tout cas, ce qui… Oui, d'accord. Ouais, en fait, voilà, pardon, du coup, je me suis perdu. Oui, la dyspraxie, en fait, l'ordinateur va jouer sur plusieurs choses. C'est que déjà, en fait, taper au clavier, pour le cerveau, c'est beaucoup moins contraignant, en fait, beaucoup moins complexe, je veux dire. C'est pour ça que nous, on arrive avec la main gauche, même sans un entraînement spécifique, et que c'est plus facile de taper au clavier de la main gauche que d'écrire au stylo de la main gauche. On n'a pas besoin de jauger précisément la force, on n'a pas besoin d'être hyper précis sur les touches. Il y a des touches en plus plus ou moins grosses selon les modèles d'ordinateur. Du coup, c'est plus facile quand même, c'est beaucoup plus accessible pour eux. Il y a toujours aussi la possibilité d'utiliser de la reconnaissance vocale, mais toujours pareil, la principale difficulté, c'est l'utilisation en classe. La reconnaissance vocale, pour ceux qui ne savent pas, on parle et voilà, la dictée vocale, c'est que on dicte à l'ordinateur qui va écrire ce qu'on a dicté. Bon, les solutions foisonnent en ce moment, surtout grâce à l'intelligence artificielle qui est en plein essor. On va rentrer plus en détail par rapport à ça. Voilà. Après, effectivement, ce qui se passe, c'est que il refuse qu'on regarde son ordinateur. En fait, oui, voilà, l'élève, du coup, une fois à l'ordinateur, il va pouvoir taper ses cours, donc ça va être quand même plus facile pour lui. Et il va pouvoir faire les figures géométriques, les graphiques, etc. Et c'est là qu'on arrive dans le point que je disais, c'est que la complexité pour lui va se déplacer. Sa grosse difficulté après ça va être qu'il a besoin quand même de beaucoup de logiciels pour pouvoir faire ce qu'on lui demande en classe. Et ces logiciels sont complexes, pas vraiment adaptés à des dyspraxiques.
Et en plus, il va devoir les combiner, faire des captures d'écran de l'un à l'autre, gérer tout un système de fichiers. La gestion du système de fichiers aussi, c'est quelque chose qui, justement, pour un dyspraxique, va encore toucher une de ces difficultés. C'est pour ça que, pareil, il va falloir trouver des logiciels qui permettent d'organiser les fichiers. Donc, bon, il existe OneNote, nous aussi on le fait. Mais voilà, la difficulté, on va compenser une partie du handicap et on va en amener une nouvelle qu'il va falloir aussi, sur laquelle il va falloir aussi réfléchir à des solutions. Sur la dyspraxie, est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de parler de la question de l'organisation pour les élèves dyspraxiques. C'est qu'ils ont souvent un problème d'organisation dans l'espace. Et ça, dans la vie réelle, ce n'est pas forcément facile pour gérer tous les cours, les faux volants, toutes ces questions d'organisation. Et sur ordinateur, la même problématique va se présenter. Comment s'organiser dans l'espace, surtout lorsqu'on a plusieurs onglets, lorsqu'on a plusieurs logiciels ouverts en même temps. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser un Mac, un ordinateur Mac, qui a plusieurs comment on appelle, des écrans différents sur lesquels on peut jongler. Et tout ça, en fait, va venir intervenir sur justement l'organisation. Enfin, c'est le problème des visualisations dans l'espace des élèves dyspraxiques, certains. Du coup, il faut vraiment prendre ça en compte dans les choix d'outils qu'il va utiliser et de surtout faire attention de ne pas avoir des outils très complexes et de ne pas les multiplier parce que ça va venir vraiment toucher ce point qui est assez sensible. Je voyais dans les commentaires effectivement des gens qui parlaient de la stigmatisation des élèves justement qui arrivent à l'école avec l'ordinateur. Et c'est vrai, c'est un problème qui existe et qui est pas facile. Et bon, après, c'est des choses qui passent. Plus l'élève grandit et plus, on va dire, c'est un moment à passer. C'est comme les bagues, on va dire, sur les dents. Enfin, bon, je simplifie un peu, parce que c'est plus complexe que ça. Mais ouais. Mais effectivement, au début c'est un petit peu dur, mais c'est le plus important quand même pour l'élève, pour la vie future de l'élève, c'est qu'il puisse bénéficier des enseignements qu'il reçoit à l'école. Et ça, il est capable de le faire à l'ordinateur, il n'est pas capable de le faire avec un stylo. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux que peut-être qu'il risque la stigmatisation. Alors après, nous, on travaille sur l'intégration en fait, du numérique à l'école de façon plus large pour que ce soit plus normal et que finalement, que l'élève utilise un ordinateur ou pas, ça soit moins perçu comme une différence par les autres élèves. Et puis, il y a de plus en plus de collèges, lycées numériques qui Ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, les numériques commencent à s'intégrer de plus en plus et c'est une des priorités de l'éducation nationale, même si on est d'accord que ça prend du temps. Mais de plus en plus, on entend parler des écoles qui s'équipent, des écoles qui donnent pour tous les enfants. Et en fait, pour moi, je suis convaincue que c'est un outil en fait, d'insertion, finalement. Ce n'est pas un outil d'exclusion, mais avec tous ces changements qui arrivent, c'est un outil d'insertion parce que si un élève est sur un ordinateur, on ne va pas voir la différence. Si tous les élèves sont sur ordinateur, on ne va pas voir justement la différence entre ceux qui utilisent des outils pour les 10 et ceux qui utilisent des outils classiques. Et d'ailleurs, à la fin, si on a l'occasion, on vous montrera que ce qu'on fait comme outil, c'est pour tout le monde, peu importe si les 10 ou pas 10. Simplement, si les 10, il y a des choses supplémentaires qu'il peut activer ou pas, souvent son besoin. Mais en fait, je suis convaincue que dans l'avenir, et surtout sachant que le numérique, il est partout de plus en plus, l'informatique, ça va vraiment être un outil d'insertion. Et je notais, je voyais une remarque qui parlait sur justement le fait que de montrer à l'enfant qu'il y a d'autres gens qui sont dans sa situation. C'est pour ça que je pense que c'est très, très important, les associations. Profitez-en, allez-y, rejoignez. Il y en a plein, parce que justement, il y en a plein des 10. Ça va aider, ça va vous aider en tant que parent, si vous êtes parent, parce que vous allez voir des parents qui sont passés par les mêmes galères, qui ont déjà les solutions, qui vont vous éviter de galérer à votre tour, qui vont vous apporter un soutien moral et psychologique, qui peuvent aussi devenir des amis, et pareil, qui ont des enfants aussi, qui ont peut-être le même âge que votre enfant, et qui, pareil, vont peut-être devenir des amis et faire l'enfant se sentir que, en fait, il est membre d'un groupe et que c'est pas… en plus, les 10,
c'est justement ce qu'on appelle des handicaps invisibles parce que l'enfant, il n'est pas comment dire, il apparaît pas bizarre, quoi, en fait. C'est pas quelque chose où on peut se dire, enfin, enfin, moi, j'en ai rencontré plein et je me dis pas, ça, c'est quelqu'un qui marche moins bien, quoi. Je veux dire, Ils ont toutes les capacités. ouais, en fait, au contraire, même, c'est des gens qui nous impressionnent parce que ils ont souvent tellement à se battre pour tout, pour leur scolarité, ils ont tellement subi, en fait, que c'est des gens qui ont une personnalité très, très forte et ils ont de la personnalité, en fait. Et puis, souvent, en plus, ils vont avoir des bonnes capacités relationnelles parce que ça va les aider à passer, des fois, justement, un peu entre les mailles. Enfin, voilà, en tout cas, enfin, nous, on a rencontré énormément des 10 et il y a des gens, c'est ouf, quoi. C'est des gens, on a envie d'être leur ami, quoi. C'est ça que je voulais. On continue? Oui. Dyscalculie? Oui. Alors, la dyscalculie, c'est un sujet, c'est un élément sur lequel on m'a souvent beaucoup posé des questions sur si on avait des choses, nous, qu'on avait la dyscalculie ou des choses comme ça. Quelqu'un qui fait essayer en fait, la dyscalculie, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un trouble où l'élève va avoir du mal à comprendre l'abstraction qu'il y a derrière les chiffres, c'est-à-dire d'associer à la manipulation des nombres, de l'arithmétique, de l'associer à des choses concrètes, réelles, à lui donner du sens, en fait. Et ça, du coup, forcément, ça va énormément le pénaliser dans toutes les matières scientifiques. Donc, déjà, si l'élève est dyscalculique, il ne faudra pas privilégier, il ne faudra pas s'attendre à qu'il devienne un chercheur scientifique, et c'est absolument pas grave, parce que ce n'est pas le seul métier qui existe quand même. Par contre, on peut quand même l'aider à atteindre un certain niveau d'autonomie dans le domaine. Simplement, il va falloir il va falloir se reposer sur d'autres zones du cerveau qui permettent justement de donner du sens et du coup faire peut-être plus souvent un parallèle concret avec ce qui est en train d'être manipulé, donner des exemples concrets qu'ils puissent voir, qu'ils puissent percevoir, toucher, quoi. Ça, c'est des choses qui marchent souvent un peu mieux. En fait, par exemple, je vais donner un exemple très, très basique, mais pour l'addition, utiliser des objets pour sommer. Pareil pour les rapports de proportionnalité, les choses comme ça, utiliser des outils graphiques, utiliser des choses comme ça. Même les mains, pour qu'ils puissent compter sur les mains. Voilà, voilà, tout ce qui va lui servir de support pour percevoir et comprendre ce qu'on fait, ça va l'aider. Et en fait, de toute façon, c'est un truc où là, il va falloir jouer sur la méthode, en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir voir ce qui marche, il va falloir prendre son temps, essayer de penser différemment le problème pour arriver à lui faire donner du sens. Et ça, c'est que lui qui va pouvoir vous dire « Ah oui, là, j'ai compris, quoi, en fait. » En essayant d'expliquer de différentes façons, il y a souvent, en mathématiques, il y a beaucoup de façons d'expliquer la même chose. Il va falloir les essayer toutes pour voir ce qui marche. D'une manière générale, je voulais dire ça aussi, c'est que faites-vous confiance et faites confiance à votre enfant. Je pense que les professionnels aussi non, le corps enseignant ne maîtrise pas du tout ce sujet. Ça, on est bien d'accord. Je pense que les professionnels de santé diront la même chose que ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est ça, manipuler, exactement. Manipuler. Les professionnels de santé diront probablement la même chose, c'est que vous savez ce qui est bien pour votre enfant sait sent aussi ce qui est bien pour lui, et il faut le prendre en compte, en fait, dans tout diagnostic. Si quelque chose le fait souffrir, il faut le prendre en compte et essayer de trouver une façon différente d'aborder le problème. On essaye de
Ouais, on va essayer d'aller un peu plus vite. Bon, la dysgraphie, en fait, on va le mettre un peu dans le même, je vais le mettre un peu dans le même panier que la dyspraxie, parce que du coup, l'élève va avoir vraiment du mal à écrire, ça va le faire souffrir. On a rencontré des dyspraxiques qui nous disaient qu'ils pleuraient pendant les épreuves, surtout les épreuves longues qu'il peut y avoir au collège-lycée de 4 heures, 3 heures, etc. Donc, voilà, on va dire pareil, l'ordinateur va les soulager. Des outils de reconnaissance vocale, si c'est possible, ça va les aider aussi. Voilà, tout ce qui peut lui éviter d'avoir à faire justement le geste graphique. La dysorthographie, effectivement, c'est pareil, on va utiliser de la reconnaissance, de la reconnaissance vocale, des correcteurs orthographiques, des choses comme ça, sachant que c'est pareil pour la dictée, il va falloir sans doute demander une dispense ou un exercice adapté. Et pas se concentrer là-dessus, juste se concentrer sur les autres domaines où il n'est pas impacté. La dysphasie, sur la dysphasie, on va pouvoir jouer pareil sur la... Ouais, exactement, c'est ça. Il faut toujours prendre le feedback de l'élève. C'est très important d'écouter les élèves qui vont pouvoir dire ça m'aide, ça ne marche pas. La dysphasie, du coup, effectivement, l'élève va avoir du problème à l'oral. Bon, là, du coup, c'est souvent plus simple parce que on peut passer, beaucoup de choses se passent par l'écrit. Du coup, finalement, dans ce sens-là, c'est souvent plus facile de se concentrer sur l'écrit. Après, bien sûr, les orthophonistes vont pouvoir beaucoup aider. L'exercer un peu, etc. Et trouver des moyens de communication qui le fatiguent moins et être moins aussi acharné sur justement le fait qu'il énonce des phrases correctes synthétiquement, etc. Il ne faut pas s'acharner dessus. Va falloir faire attention à tout ce qui est présentation orale, les exercices comme ça, essayer de sensibiliser le corps enseignant pour ne pas les mettre dans des situations où ils sont seuls devant la classe à devoir réciter une poésie ou faire des exercices comme ça. Essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de plus intelligent plutôt que de s'acharner sur son handicap. Oui, voilà, c'est ça. Vous aurez toujours les deux. De toute façon, vous aurez des gens qui sont sensibles, qui vont essayer d'être conciliants et de vous aider, et puis des gens qui sont très, très fermés. Si vous n'arrivez pas à leur faire comprendre le besoin et pourquoi ça ne sert à rien de s'acharner, essayez de passer par d'autres personnes qui sont sensibles, mais souvent, si les gens sont fermés, c'est qu'ils ont peut-être une histoire personnelle ou une façon de penser que vous ne pourrez pas forcément changer. Il faut utiliser peut-être des associations, utiliser des gens pour vous soutenir et pour contourner la personne qui bloque, on va dire. Mais voilà, vous n'êtes pas tout seul, quoi. Les troubles de l'attention, en fait, sur les troubles de l'attention, on a noté que l'ordinateur pouvait, s'il était bien utilisé, focaliser l'élève, en fait, parce que l'écran, ça a tendance à nous focaliser nos yeux. Par contre, il faut juste faire attention, justement, multiplier les outils, ça peut le perdre. Donc, il faut arriver à trouver des systèmes qui lui permettent de bien se focaliser sur un outil à la fois, qu'il ait qu'un seul truc ouvert en même temps, par exemple. Il y a des outils, des logiciels qui permettent aussi de brider l'ordinateur pour qu'il ne puisse pas ouvrir le navigateur et aller sur Internet. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier pour voir si ce n'est pas possible de mettre en place, justement pour éviter, c'est normal que les enfants ils sont curieux, ils ont envie d'aller faire des choses, mais s'ils s'éparpillent trop et ils n'écoutent pas la classe, ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est assez important. Nous, on a un ami qui a des troubles de l'attention et justement, c'est lui-même qui l'installe ça, c'est quelque chose qui va brider son propre ordinateur en fait, mais c'est parce qu'il sent que ça l'aide en fait à éviter il se dit bon je ne peux pas faire autre chose donc je fais ça. Voilà, après il y a beaucoup de troubles et il y en a beaucoup qui trouvent des solutions dans l'informatique. Oui, la fainéantise, je vais dire juste un mot quand même là-dessus parce que c'est assez horrible. C'est qu'il y a les élèves disent ils vont mettre 2 fois plus d'efforts que tout le monde pour arriver au même résultat. Ils vont travailler beaucoup plus, ils vont nécessiter une gymnastique cérébrale beaucoup plus intense et des gens vont s'amuser à dire qu'ils sont fainéants, qu'ils ne font pas d'efforts, que
Si la copie est sale, c'est parce qu'ils ne sont pas appliqués ou des choses comme ça. Et ça, il n'y a rien de pire pour l'élève. Donc, je pense qu'il faut être transparent avec eux en leur disant que les gens qui disent ça, c'est des gens qui connaissent mal ça, se trouve. Il ne faut pas faire attention à ça. Et les faire rencontrer des gens qui disent non, c'est normal, il n'y a pas de souci. En fait, t'écris mal, mais c'est pas grave. À l'ordinateur, tu écris très bien et c'est tout ce qui compte. Exactement. En fait je profite, on sort un peu de notre domaine, mais sachant que vous êtes parents ou sensibilisés au sujet, il est très important de donner de la confiance à ces enfants. C'est ça qui va leur permettre en fait de se passer toutes ces difficultés. Et je suis convaincue, c'est le numéro 1. Ça ne sert à rien d'avoir des outils, d'avoir un ordinateur, d'avoir ce qu'il faut. L'élève n'a pas confiance en lui pour pouvoir se dire ça va m'aider. Et en fait, tout ça, ce sont des instruments. Si on vient de dire, vous voyez, l'ordinateur va vous donner des super pouvoirs. Vous allez faire plein de choses en même temps, beaucoup plus vite, et de faire des exercices avec lui pour regarder avec moi, répondre aux exercices sur papier. On va chronométrer pour voir combien de temps ça prend. On va regarder sur mon ordinateur combien de temps ça peut prendre pour essayer de les motiver, de montrer qu'il y a des solutions, pas l'ordinateur, mais un jeu ou quelque chose pour montrer qu'il peut très bien faire. Ça, c'est super important et plus important que tout ce qu'on est en train de vous dire même. On va parler un peu des ordinateurs à utiliser. Je voulais juste te dire un truc aussi, c'est que les enfants qui ont... J'ai oublié ce que je voulais dire avec le texte. Bon, en fait, je pense qu'on a faim. En fait, je pense que vous voyez, c'est un sujet qui nous passionne. Et du coup, on a tendance à vouloir tout échanger sur plein de sujets. Si. Attends, juste un second. Du coup, en fait, pour vous expliquer, maintenant, on vient de clôturer la première partie où c'est une partie plus globale et on va parler de troubles 10 et des solutions. Et là, il y a Sébastien qui va s'exprimer pour nous donner un peu son témoignage avec ses 3 enfants, nous parler aussi de son association Dizaine, qui est géniale. Et après, on reviendra sur un 12e moment où, en fait, on va rentrer dans le concret. On va vous parler de quelles solutions A, B ou C, notamment en termes de quel ordinateur tablette, quelle typologie, quelle mémoire, quel logiciel. On va essayer de répondre à toutes ces questions avec des choses très concrètes. Donc, restez avec nous, ne perdez pas la patience. Juste ce que je voulais dire que j'ai oublié, c'est que, en fait, ce qui est triste, c'est que les élèves, une fois qu'ils arrivent dans le supérieur, l'université, les études supérieures, tout ça, ils ont leur trouble 10, c'est plus un problème en fait, parce que déjà tout le monde utilise l'ordinateur, c'est beaucoup plus normal, et en fait, voilà, c'est plus, ils ont déjà trouvé des solutions pour compenser, ils ont déjà leur liste d'outils, etc. Et aujourd'hui, moi, j'utilise plus un stylo, par exemple, enfin, plus jamais. Et le gros problème, c'est qu'ils n'arrivent pas jusqu'à l'université parce qu'en général, on leur a fait sortir du parcours scolaire avant. Donc, c'est contre ça qu'on essaie de lutter et c'est ça qu'on essaie de résoudre. Tu veux laisser la parole à Sébastien. Sébastien, tu es là? Tu nous entends? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, super, impeccable. Donc, j'ai arrêté le partage. Normalement, tu peux partager maintenant. Voilà, j'ai réussi à corriger ça, on va regarder, comme ça on va pouvoir répondre à peut-être à quelques questions que j'ai pu voir passer. Oui. Hop. Donc, en fait, nous, on essaie de répondre au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc là, on répond, on revoit une phase un peu plus ludique des différents troubles, on ne va pas revenir dessus, vous les avez très bien expliqués. Voilà. Par contre, pour répondre à quelques questions qui sont parues tout de suite, comme ça on pourrait déjà aussi ouvrir le débat. Pourquoi numérique? Alors, je vais me mettre là. Hop. Arrive, bien évidemment. Voilà, pourquoi numérique? Alors, comme on le disait, parce qu'on revoit aussi pas mal de choses, et il y a des petites choses aussi qu'il faudrait qu'on rappelle. Hop. Voilà. Ah, je vais être trop vite. Excusez-moi. Tac.
Voilà. Alors, l'accompagnement pluridisciplinaire, tout le monde est passé par ce fameux parcours du combattant. Il faut savoir que, bien évidemment, oui, un enfant 10, pour le diagnostiquer, il faut avant toute chose, donc un bilan d'un neuropédiatre ou d'un pédopsychiatre ou d'un neuropsychologue, hein, bien évidemment. Voilà. Le bilan orthophonique, hein, le psychologue clinicien, neuropsy, le psychomotricien, l'ergothérapeute. Voilà. L'instituteur avec l'équipe pédagogique, bien évidemment, rentre dans la boucle. Et tout ça, si vous faites un dossier MDPH pour le mettre donc en situation de handicap, la MDPH sous couvert de la MDPH. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment le parcours du combattant que tout le monde a pu vivre, a pu malheureusement subir, hein, dans tout cela. Alors, qu'est-ce qui se passe bien évidemment, il y a des besoins. Hein, lorsqu'un enfant est atteint de troubles 10 et qu'il se retrouve bien évidemment en situation de handicap ou non, si on l'a mis, mais en tout cas, lorsqu'il se retrouve à l'école. Donc, il y a des difficultés qui se cumulent. Un enfant 10, il faut un petit peu plus de temps de travail parce que ce sont des enfants qui sont toujours en double travail. Il faut savoir qu'ils se lèvent le matin de bonne heure. Tout ce que vous pouvez leur demander, ça va être toujours très compliqué. Tout 10 confondu, hein, on entend bien. Après, bien évidemment, il faut une aide humaine, hein, une AVS, hein, mais là encore, on est sur de la disponibilité, parce que lorsqu'on a des notifications MDPH qui datent, qu'on a reçues en mars ou en avril pour une AVS au mois de septembre, et que les enfants ne l'ont qu'en novembre ou décembre des fois, ça crée bien évidemment encore plus de difficultés, de stress, hein, et de problématiques, aussi bien donc pour les familles, pour l'enfant et pour le corps enseignant. Hein. Et puis, il y a l'outil informatique. Hein. Seulement, l'outil informatique, pour moi, quand on le regarde, il y a trop de logiciels à utiliser. On a déjà des enfants, comme je vous le disais, qui sont en double travail. Donc, pour utiliser un ordinateur, voilà, il va falloir qu'ils utilisent Word, Excel, Note Pro, voilà, enfin, plein de choses. Voilà. Et puis, il y a aussi, avec leurs troubles de l'attention, il y a aussi, bien évidemment, l'organisation des tâches qui reste compliquée, hein, parce qu'ils oublient vite. Voilà. Et puis, c'est des enfants, vous les retrouvez surtout, je pense qu'on l'a tous vécu, soit dyspraxiques, dyslexiques, dysphasiques. Comme ils sont peur, ils sont pas sûrs d'eux, et comme ils oublient vite, ils prennent tout dans leur sac, et surtout avec des sacs hyper lourds. Hein, ça, c'est du vécu, je crois, pour tout le monde. Même s'ils arrivent au collège, ils ont un casier, ça reste encore très, très compliqué. Alors tout cela, comme je vous le disais, il y a un rôle central pour les parents, les enseignants et les enfants 10. Donc le but vraiment de tout ça, c'est d'être assuré, hein, pour tout le monde, de gagner en autonomie. Hein. Je voyais une question tout à l'heure, oui, gagner en autonomie, hein, quelqu'un qui est en Angleterre. Voilà, très bien, bienvenue. Hein. Et donc, il y a toutes ces choses-là. Et puis, la meilleure confiance en soi. Parce que je voyais, oui, il y a des enfants, j'ai vu quelques questions, quelque chose, où on disait, oui, mon enfant, il a un ordinateur, alors il a peur de la stigmatisation et autres. Non, au contraire, sachez que je pense que s'il a un très bon accompagnement, je pense que justement, ça va énormément l'aider. Et tu le signalais tout à l'heure, en effet, quand vous regardez lorsqu'ils arrivent en études supérieures, en général, vous les voyez à la fac, ils ont tous un ordinateur, ils prennent tous les notes sur ordinateur. Donc, je pense que voilà, il y a tout ça, tous ces paramètres qui sont plutôt pas mal. Alors, pour moi, comme je le disais, c'est vrai que la solution numérique, qui est une solution, entre guillemets, une solution, mais qui n'est peut-être pas forcément bonne pour tout le monde, ou comme on l'entend, mais en attendant, c'est une solution. Donc, il est vrai quand même important d'utiliser donc un logiciel simple, facile, bien étudié pour les 10, hein, qui réunit, comme on a pu le constater, et comme on a pu le voir, et comme on va le découvrir, je suppose, tout à l'heure, Word, Excel, LibreOffice en un. Voilà, et surtout, et j'en reviens sur une autre question que j'ai vue tout à l'heure, sur le contrôle d'accès aux documents et PDF, hein, donc contrôle d'accès des parents et des enseignants et qui puissent transmettre en PDF et qui puissent travailler également en l'école et en aménagement scolaire, donc même sans connexion. Hein. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une connexion Wi-Fi pour pouvoir travailler donc en classe. Voilà, donc tout ça, c'est vrai, nous, on l'a découvert avec Cantou, hein, voilà, et qui, pour nous, est vraiment le cahier numérique innovant et inclusif dans l'école primaire, hein, jusqu'au lycée. C'est vrai que c'est super. Donc, maintenant, j'espère avoir répondu à
pas mal de questions. Si je parle un peu trop vite, vous m'en excuserez. Je pourrais revenir dessus si on peut se voir avec des questions comment dirais-je, dans les partages. Hein. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer une question. On peut en discuter, on peut en répondre. Et puis, là, j'espère que là, on va découvrir vraiment tout le comment dirais-je, tout qu'en tout, tel que nous, on a pu le faire partager dans pas mal de collèges et de lycées. Hein. Alors, Mina, je te laisse faire. Ok. Est-ce que tu veux justement de les aides présenter un peu de dizaine, du coup, parce que oui, voilà, alors j'y en venais. Voilà, alors, voilà. Alors, Dizaine, comme je vous le disais, hein, donc c'est l'antenne régionale de la Fédération française d'hélice, donc récemment reconnue par l'État, voilà. Et puis nous sommes également rentrés dans le comité d'administration de Neurodev, hein, voilà, qui est administré par le professeur Nguyen et le professeur Berka. Voilà. Donc, on a 2 ans et demi d'existence, on a plus de 130 adhérents, et comme je vous le disais, notre nouveau CA, hein, puisqu'on est en deuxième constitution de CA, donc on a une ergo, une neuropsy, 2 orthos et des parents. Vous voyez, donc, on est vraiment on a vraiment une expertise, et lorsque vous nous posez une question, c'est toujours bien traité et avec beaucoup de considération, et c'est toujours traité avec des professionnels. Voilà, on a toujours un retour professionnel. Voilà, même si nous sommes bénévoles, voilà, nous avons une expertise professionnelle. Voilà, avec des professionnels. Moi, en tant que parent, je ne suis pas professionnel, mais moi, en tant que parent, impliqué, concerné, voilà, et les professionnels qui, du moment où vous nous posez une question sur notre boîte d'ICEN, eh bien, vous avez allé tout de suite traiter, en règle générale, par des personnes. Il y a une concertation, elle est traitée en règle générale par les personnes, les spécialistes. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'était pas loin des chiffres. Hein. Donc, la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, on est à peu près à 12% de la population, 7 millions en France, 30 000 dans l'Aisne. Voilà. Moi, je suis à Saint-Quentin, il y en a un peu plus de 300 diagnostiqués. Voilà. Mais ça ne cesse de grandir. Et quand on parle de diagnostic, c'est quand on dit qu'il y en a qui ne sont pas diagnostiqués, oui, parce que ça coûte encore très, très cher. Malheureusement, votre enfant, alors nous, on a la chance, on s'est battu pour avoir un centre de diagnostic ici à l'hôpital de Saint-Quentin de niveau 2, donc qui est pris en charge par le CAMS, mais c'est du 0-7 ans. Voilà. Donc, au-delà, lorsque vous avez un enfant, par exemple, dyslexique, il faut 2 ans d'apprentissage de la lecture, donc la moyenne, c'est 8 ans. Donc, il n'est pas pris en charge pour les CAMS. Et là, vous passez par le libéral. Et malheureusement, ça coûte toujours très cher, et c'est jamais à la portée de tous. Hein. Voilà. Alors, nous, dans l'Aisne, on a des partenariats. Comment dirais-je, lorsqu'on a des personnes qui ont l'impossibilité, entre guillemets, de pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant, que ce soit la prise en charge médicale ou bien de l'accompagnement, de l'acheter un ordinateur ou autre. Nous, on fait un partenariat donc, avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, je vous invite, hein, ça, c'est des choses que personne ne sait encore, parce que bien souvent, on va taper à la porte de l'État ou à la porte de l'Éducation nationale ou de la MDPH, mais sachez que vous avez une officine qui est à côté de chez vous, que vous utilisez toujours, voilà, et on ne sait pas les ressources, voilà, on ne connaît pas toutes les ressources. Donc, n'hésitez pas à retourner vers votre Caisse primaire d'assurance maladie, de faire un simple dossier. C'est beaucoup plus simple que la MDPH. Et si vraiment il y a des difficultés financières qui peuvent s'engranger pour la prise en charge de votre enfant, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Et d'ailleurs, ils sont assez demandeurs, entre guillemets, c'est bête à dire, mais oui, ils sont assez demandeurs justement de pouvoir aider et de pouvoir mieux communiquer justement vis-à-vis du grand public. Voilà. Donc, si vous avez des informations, si vous voulez des informations justement à ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers moi. Les coordonnées seront mises juste en dessous, donc il n'y a aucun problème. N'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas. Hein, voilà, donc je redonne la parole à Mina. Et puis, si vous avez quelle que soit comme question, je vous écoute, je suis là, je peux vous répondre, hein, tout de suite en live. Ok. Oui, on a dit qu'on allait parler rapidement des ordinateurs. Alors, bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui ont vous nous entendez, hein? Voilà. Ouais.
Bon. Il y a beaucoup de gens qui ont une approche différente du numérique et il y a souvent beaucoup de combats entre les tablettes Android, les tablettes iPad, les tablettes Windows et les ordinateurs, les vrais ordinateurs. Alors, il y a selon l'âge, selon plein de paramètres, selon le handicap de l'élève, selon ce qu'on cherche à compenser, etc. Je pense qu'il n'y a pas une solution unique. Voilà, il faut être ouvert d'esprit. Simplement, bon, ce qu'il faut réaliser, c'est que comment dire, plus on va augmenter dans les années scolaires, plus les tâches qu'on va demander à l'élève vont être complexes, plus la tablette va être peut-être un peu limitant pour l'élève, parce qu'il y a des exercices qu'il ne pourra pas faire sur tablette. Et puis aussi, rédiger une longue rédaction sur tablette, c'est quand même pas hyper pratique. C'est pour ça que nous, on conseille quand même plutôt l'ordinateur qui va offrir plus de possibilités. Après, vous pouvez essayer la tablette avec un clavier et une souris qui peuvent peut-être arriver à un juste milieu comme ça pour les étapes de rédaction, pour les étapes où il faut être plus précis, etc. Oui, à savoir, ça s'appelle Surface Pro, c'est de Microsoft. Ouais. Après, on conseille effectivement Windows parce qu'il y a quand même un écosystème avec plus de solutions. Il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup de solutions qui sont compatibles qu'avec Windows. Il y a aussi il y a aussi la possibilité peut-être de s'orienter vers des écrans tactiles quand même sur des ordinateurs qui peuvent peut-être apporter les avantages de la tablette. Voilà, et en même temps avec les avantages aussi de l'ordinateur. Après, souvent, les parents ne savent pas forcément quoi acheter comme ordinateur. On a essayé de donner un peu ce qui était un peu le minimum pour être sûr que ça allait tenir, quoi. À l'usage, en fait, avec les nombres différents d'applications dont ils auront besoin. C'est ça. Donc, voilà, on a expliqué pourquoi on préférait Windows. Alors, au niveau du... si vous cherchez faire des petits bénéfices, c'est l'autonomie. Ouais. Ouais, effectivement, oui. La question de tablette, c'est l'autonomie. Et aussi, il faut savoir que la question du prix à considérer, c'est vrai qu'il y a des tablettes qui sont vraiment pas chères, mais souvent, c'est des tablettes qui ne sont pas aussi performantes. Et en fait, sachant que l'élève il aura besoin de l'utiliser pendant tous ses cours et jongler entre des applications, c'est intéressant de comprendre que l'ordinateur, en fait, il a cette capacité. Il y en a des ordinateurs, en fait, qui reviennent même plus des tablettes, mais qui correspondent très bien à la tâche. Je te laisse présenter, du coup. Oui. Et du coup, en fait, là où on va pouvoir peut-être sacrifier un peu, c'est sur la taille du disque dur. Pardon. Ouais. La taille du disque dur qui n'est pas un critère forcément nécessaire, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cloud et de choses comme ça. Et à moins d'avoir décidé d'héberger beaucoup de films et de jeux qui sont les éléments qui prennent le plus de place, normalement, 128 gigas et vous êtes déjà tranquille pour suivre des cours, quoi. Pensez au port USB, c'est important. Un minimum de 2, enfin 2, c'est vraiment le strict minimum parce que pour peu que vous ayez besoin de brancher un clavier, une souris et le clavier du coup sur l'ordinateur il sera intégré, mais une souris, un outil quelconque et une clé USB, vous allez déjà être un peu coincé, donc pensez bien à le faire. Au niveau des écrans, attention à ne pas prendre des écrans trop petits. Alors oui, c'est plus léger, c'est plus facile, c'est plus pratique à transporter, mais à l'usage, c'est fatigant et c'est compliqué. Vu qu'ils vont devoir utiliser beaucoup de logiciels en même temps, d'avoir une grande surface d'écran, ça aide quand même à pouvoir en afficher 2 en parallèle ou des choses comme ça. Et sur un écran trop petit, c'est très, très compliqué. C'est fatigant à l'usage, en fait. Et pour trouver les choses aussi. Ouais. Voilà. Je vois souvent en préférence pour les 15 pouces. C'est ça. Ouais.
Au niveau de la RAM, en fait, finalement, aujourd'hui, c'est ça le critère le plus important. Ne sacrifiez pas la RAM parce que c'est ça qui va permettre d'avoir justement plusieurs logiciels en parallèle qui vont tourner sans ramer, comme on dit justement. Il y a même des logiciels qui peuvent ne plus fonctionner bien s'ils n'ont pas assez de RAM. Les navigateurs prennent aujourd'hui énormément de RAM. Le système d'exploitation prend énormément déjà à la base. Et du coup, il ne reste plus grand-chose pour les logiciels. Je pense que vous avez compris, François, il est informaticien, donc il faut parler toute la journée de ce sujet. Ouais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici, on reviendra vers vous. Je me permets juste d'accélérer un peu pour qu'on puisse tenir notre timing jusqu'à 16h30. Ouais. Donc, on vous a présenté la question des tablettes. Il ne faut pas oublier en fait des autres outils qui se trouvent autour, notamment les choix de la souris, des clés USB pour qu'ils puissent récupérer des données. Il y a des stylos lecteurs qui font du scan, qui sont assez intéressants, surtout dans les cas d'un enfant dyspraxique. Une imprimante aussi, ça peut être intéressant qu'ils puissent avoir accès assez facilement pour imprimer ses cours. Donc, tout ça, c'est à considérer. Ne vous inquiétez pas, tout ce matériel, je vais vous transférer à la fin du webinaire, comme ça vous allez avoir tous les détails chez vous. Donc, maintenant, on rentre dans le pavé des logiciels, parce que depuis le début, on parle d'ordinateur. Avant de rentrer dans ces détails, en fait, je me permets d'interrompre parce que je voulais vous montrer. En fait, je voulais montrer, excusez-moi, je vais bien dans une seconde, je voulais vous montrer une image qui m'a beaucoup choquée. Je vais partager mon écran. C'est cette image, j'espère que vous voyez bien. Je vais mettre en écran. Donc, c'est le nombre de logiciels aujourd'hui nécessaires pour suivre un cours à l'ordinateur. Il est assez important. Donc, comme vous voyez à l'écran, il y aura besoin d'un outil pour écrire, type LibreOffice ou Microsoft Office, un outil pour les mathématiques, GeoGebra, un agenda, un outil de PDF, pour l'organisation de ses cours, pour les tâches de mathématiques. Et ça, c'est assez complexe. Et en fait, je me suis déparée à cette image qui montre, c'était élaboré par un ergothérapeute et qui montre aujourd'hui le nombre de logiciels nécessaires pour suivre un cours. Donc, il a des outils pour un enfant 10, donc il a des outils pour la synthèse vocale, des outils pour écrire des messages ou pour adapter des supports, créer des nouveaux supports, pour utiliser un PDF. Donc, il y a une certaine complexité là-dedans. Nous, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est rapidement, c'est de vous montrer en fait cette typologie différente d'outils pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ces outils sont importants et pourquoi on vous les conseille, ces outils-là. Hop, je retourne sur ma présentation. Donc, en termes d'outils, il y a la question du navigateur. Donc, nous, on vous conseille quand même Chrome, qui est quand même aujourd'hui la base. C'est celui de Google et donc c'est celui qui est le plus soutenu par tous les compatibles, en fait, par tous les outils. En termes d'antivirus, il ne faut pas, en fait, oublier d'installer pour éviter de mauvaises surprises. Donc, c'est quand même nécessaire. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier. Un agenda numérique, c'est quand même un logiciel assez nécessaire pour que l'élève, en fait, s'il passe tout sur ordinateur, il faut aussi qu'il puisse suivre son agenda, son emploi du temps et tout ça sur ordinateur. Donc, en fait, là, dans l'écran, vous voyez 3 exemples qu'on donne. Google Agenda, qui est aussi très, très bien. C'est ce que j'utilise moi personnellement. Mais il y en a d'autres, en fait, Calendar 5 et Cartable Fantastique, qui sont plus adaptés sous les 10, notamment pour l'école, c'est ça. Mais notamment par rapport au fait qu'ils utilisent des couleurs, et qu'avec ces couleurs, c'est plus facile pour un enfant d'associer une matière, la couleur d'une matière, par exemple le bleu pour les mathématiques, et qui du coup, ça lui permet de se retrouver plus facilement dans son agenda. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger, c'est l'emploi du temps et l'agenda numérique. Donc, maintenant, on va rentrer vraiment dans le pavé des logiciels pour la prise de cours, pour vous montrer quelles sont ces logiciels, la typologie, encore une fois, et pourquoi c'est important. Donc, la première typologie d'outils, c'est les outils pour adaptation du texte. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des outils assez utiles pour un dyslexique qui permet en fait de mettre des couleurs dans les mots, de séparer des syllabes, utiliser des polices spécifiques,
Non. de police spécifique. Et en fait, avec tout ça, c'est plus facile pour l'élève de lire, en fait, qu'il arrive bien à identifier les syllabes, les couleurs, tout ça. Je vais vous montrer effectivement un exemple avec notre logiciel tout à l'heure. Pour les outils mathématiques, alors en fait, les mathématiques, c'est là où les sujets deviennent très sensibles. C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'opérations qu'on réalise en mathématiques et qu'on aura besoin de traduire dans l'ordinateur. Donc, par exemple, un exemple assez courant, c'est faire une division en colonnes. C'est quelque chose d'assez simple, mais sur ordinateur, le trait qu'ils doivent faire pour les divisions, c'est quelque chose qui n'est pas évident de faire. Sur Excel, par exemple, ce n'est pas forcément facile. Donc, ils auront besoin d'outils pour poser des opérations. Ils auront besoin d'un outil pour la géométrie, notamment GeoGebra, qui permet de faire des figures géométriques et tout ça. Donc, les mathématiques, en fait, c'est un domaine où le besoin des différents outils se présente et il a besoin d'être pris avec beaucoup d'attention pour ne pas non plus multiplier les outils. Donc c'est quelque chose à considérer. Ensuite, il existe des outils pour la dictée vocale, c'est-à-dire des outils où l'élève va parler simplement à l'ordinateur et ensuite, à travers l'intelligence artificielle, l'ordinateur, il va écrire c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Et en fait, ça permet de gagner du temps, notamment à un dyspraxique qui a du mal à écrire. Donc, en fait, il pourra dicter son cours et simplement en dictant son cours, il gagne du temps. Je passe rapidement, mais vous allez avoir tout le matériel et je vais vous montrer un exemple concret tout à l'heure. Donc, des outils pour oraliser les messages, la synthèse vocale, donc notamment dans un cas de dyslexie. Ça veut dire que l'élève qui est dyslexique, qui aura du mal à lire, on va demander à l'ordinateur, par intermédiaire de la voix de synthèse, de lire pour lui, donc lire à sa place. Donc, ça va le soulager, en fait, de simplement écouter les textes, écouter l'énoncé d'une question qu'il va pouvoir très bien comprendre, alors qu'ici, on lui demande de lire, ça aura pu être compliqué. Ensuite, en fait, il ne faut pas négliger des outils pour PDF. Pourquoi? Parce que PDF, c'est une typologie de fichiers très, très utilisée aujourd'hui. Et du coup, il faut qu'ils puissent les ouvrir, mais pas seulement les ouvrir, mais aussi pouvoir les éditer. Ça veut dire ajouter des commentaires. Si, par exemple, dans le PDF, il a l'exercice, il faut qu'il puisse répondre à son exercice dans son PDF. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Et c'est assez courant, en fait, dans l'utilisation de l'éducation sur mon ordinateur. Après, il y a les outils de correction orthographique. Dans les cas de dysorthographique, c'est super important. C'est des outils en fait, qui vont pouvoir compenser en fait, des erreurs d'orthographe et de proposer en fait, des solutions, des options en fait, d'orthographe que l'élève pourra choisir. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes avec ça par rapport au fait de dire qu'on est en train de donner un avantage à un enfant qui est un correcteur orthographique par rapport à un enfant qui n'en a pas. Donc, c'est très important en fait que ce correcteur orthographique puisse être paramétré et brider ses besoins pour qu'on puisse essayer dans une façon de scolarité juste en fait avec les autres. Une chose assez importante qui, nous, ça nous paraît facile parce qu'on est habitué à mon ordinateur, c'est comment je gère mes fichiers sur mon ordinateur, comment je vais les enregistrer, comment je vais faire pour les retrouver plus tard. Donc, en fait, la gestion de fichiers, aujourd'hui, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intuitif, en fait. Notamment le fait de devoir créer des dossiers, devoir bien enregistrer à chaque page dans le bon dossier. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que l'élève, il va avoir donc, plein de matières. Dans chaque matière, il va avoir plein de chapitres, de cours, etc., qu'il va noter probablement dans des fichiers Word différents. Et tous ces fichiers, en plus, il va recevoir des fichiers PDF ou des trucs qu'il aura scannés, qui sont extérieurs, qu'il doit aussi ranger. Et en plus, des figures géométriques, des fichiers du coup générés par GeoGebra ou générés par d'autres logiciels. Et il faut qu'il arrive à se débrouiller avec tout ça. Et en général, c'est là que c'est compliqué. Et aussi, il faut qu'il puisse écrire son texte. Ça paraît basique, mais c'est quand même important de pouvoir écrire son texte, d'ajouter des images, de pouvoir paramétrer, mettre en gras, en italique, changer la police. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est assez courant. En fait. Nous, tous, on utilise des outils genre Word ou LibreOffice pour pouvoir écrire. Mais attention, parce que ces outils, elles ne sont pas conçus pour un enfant. Et c'est des outils assez complexes, en fait. C'est très bien, c'est complexe, ça permet de faire plein de choses différentes.
Mais le fait d'avoir plusieurs onglets, en fait, avec plusieurs boutons, ça ajoute une complexité, en fait, qui vient péniser les enfants, surtout les dyspraxiques, par exemple, qui ont déjà du mal à se repérer. Eux, l'interface, il faut qu'elle soit très claire. Donc, ils voient tout de suite, juste avec l'interface, ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ouais. Et mettez-vous à leur place sur Excel, la quantité de boutons, la quantité d'options qu'il y a. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'utilise Excel, je me sens perdue et sous-chargée par la quantité d'options. Ben, mettez-vous à leur place, quand eux, ils arrivent sur Excel ou même sur Word, la quantité de boutons, la quantité des choses qu'ils peuvent faire, des onglets différents et tout. Alors, c'est à réfléchir si c'est un bon outil pour ces handicaps. Donc, je vois des choses sur si les logiciels restent à la charge des familles. Nous, on a déjà eu le cas de logiciels qui ont été pris en charge par la MDPH. Après, je sais pas. En fait, le logiciel, il rentre dans le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé. Et en fait, de la même façon qu'il a l'ordinateur, qu'il a le carton, qu'il a le droit à l'AVS, et il aura aussi les logiciels sur lesquels l'élève il a droit. Normalement, en fait, c'est des logiciels de base et en fait, il n'y a pas de réflexion qui est menée là-dessus et c'est pour ça qu'on est en train de vous montrer tout ça. C'est parce qu'en fait, c'est le cœur du sujet. On ne peut pas juste donner l'ordinateur et dire débrouillez-vous avec les logiciels qui viennent déjà installés, que tout le monde utilise. Si ce n'est pas quelque chose d'adapté, parce que c'est comme si on offrait une solution, mais qui, à l'intérieur, cette solution ne guérit pas le problème, enfin, ne compose pas le handicap. Oui, effectivement, il y a aussi besoin de logiciels pour les exercices spécifiques. On n'est pas rentré dans le détail de chaque matière, mais frise chronologique, les schémas électriques, les schémas de physique, etc., les exercices de chimie. Et effectivement, il y a le ruban Word, le cartable fantastique, qui permet de répondre à une partie du problème. C'est ça. Il permet de faire beaucoup de choses, mais il y a quand même des limitations, notamment dans l'affichage en PDF, notamment dans les outils de géométrie. Donc, l'élève, il aura besoin de quand même aller chercher autre outil. Donc, là, la conclusion, je pense que vous avez compris, c'est qu'il y en a plusieurs, qu'il faut tous les maîtriser, que l'élève aura besoin de passer de l'un à l'autre tout le temps et que c'est compliqué de faire ça quand on est en retard, en retard par rapport au rythme de la classe, je veux dire, quand tout ça, c'est nouveau, on est en train de prendre en main et quand on doit se concentrer pour résoudre l'exercice, qui est quand même le plus important de la scolarité. Donc, nous, pourquoi on est là aujourd'hui c'est parce qu'en fait, on s'est attaqué à ce problème, on a pris ce problème à cœur et on s'est dit, nous, on est des informaticiens, on sait apporter une solution, on sait construire des logiciels. Et du coup, c'est ça qu'on veut faire, c'est construire quelque chose qui est vraiment fait pour les 10 et qui a été pensé de A à Z, de chaque bouton, chaque emplacement, chaque chose, est vraiment pensé pour pouvoir les aider, faciliter leurs tâches, leur prise en main et l'exécution et le suivi des exercices. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vais vous montrer le logiciel très rapidement. On n'a plus que 9 minutes. Donc, il y a plusieurs types d'outils et on a essayé d'intégrer tout ça dans un seul logiciel. Donc, la première caractéristique qu'on a voulu s'attaquer et régler, c'est la question de la gestion des fichiers. Donc, comme vous savez, sous Word ou sous d'autres logiciels, il faut créer des dossiers, enregistrer dans des dossiers et gérer tout ça, après réussir à la retrouver. Donc, nous, on a pensé à un système de gestion automatique, en fait, où c'est géré comme dans la vie réelle, c'est-à-dire par matière. Donc, l'élève va arriver, ça, c'est son écran principal, c'est un écran qu'on appelle le cartable, tout comme simplement il existe le cartable dans la vie réelle. Et à l'intérieur de ça, il va retrouver ses matières. Donc, il y a des matières qui sont déjà là, mais il peut aussi créer une nouvelle matière. Donc, il clique ici et il va pouvoir créer une nouvelle matière avec ce qu'il souhaite. Ensuite, en fait, une fois qu'il a créé sa matière, il peut créer des cahiers à l'intérieur des matières. Donc, il peut avoir un cahier de cours, un cahier d'exercice, un cahier d'évaluation et à chaque fois, les gérer, en fait, comme il les fait dans la vie réelle. Donc, si l'enseignant, il exige un cahier séparé pour des cours par rapport à ces cahiers séparés d'exercices, on a prévu ça et il peut en avoir deux. Il peut aussi passer facilement de l'un à l'autre. Ensuite, à l'intérieur de chaque cahier, comme dans la vie réelle, on peut créer des chapitres, donc on peut créer des nouveaux chapitres, et ensuite on peut accéder à chacun d'entre eux.
Donc là, j'ai créé un chapitre qui s'appelle Trouble 10. Voilà, j'ai mis mon titre, j'avais mon texte. Donc l'élève, il va pouvoir customiser comme son papier. En fait, il va pouvoir écrire de façon normale. Donc ici, il trouve en fait en haut, on a vraiment pensé à un outil de navigation. Exactement, navigation dans l'espace. Donc là, s'il clique, il va retourner dans son cartable. Là, s'il clique, il va pouvoir changer hyper facilement de cahier. Donc là, sur mon cahier de cours, je peux retourner à mon cahier de trouble 10 et là, je peux gérer aussi mes chapitres à l'intérieur de mon cahier. Donc, on a vraiment prévu pour que ça soit facile. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de boutons dans l'interface ou rien du tout parce qu'on a voulu avoir quelque chose d'épuré et facile à prendre en main. Après, pour son texte, en fait, il peut venir à personnaliser en créant, en changeant le titre, en mettant en gras, un peu comme on le fait avec les outils classiques. Et après, j'ai quelque chose ici où je peux en fait insérer des fichiers. Donc, ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que si j'insère ces fichiers, ça veut dire que je n'aurai pas des feuilles volantes, je n'aurai pas des images, des exercices ou des choses qui traînent à droite et à gauche. Tout est rangé à l'intérieur de mon cahier. Donc là, par exemple, je vais venir insérer un fichier et je vais mettre, par exemple, un fichier webinar, lié au webinar. Donc, vous voyez, le fichier, il est là. Ensuite, si je veux afficher une image, en fait, parce que l'image, je veux qu'elle soit affichée. Je ne veux pas qu'elle soit juste le lien qu'il y a là-dedans. Donc là, je peux aussi afficher des images. Et encore une fois, si j'ai un exercice, en fait, ou quelque chose à répondre, ben, je peux directement l'afficher dans mon cahier. Et je peux prendre des notes à côté. Donc là, par exemple, je peux écrire 4 élèves sont là, ils prennent leur cours. Bref, c'est un exemple. Mon fichier, il reste enregistré dans le nuage. Et du coup, si je change d'ordinateur, si je change de tablette, mon fichier, il est enregistré là-dedans. Il suffit de cliquer deux fois et en fait, le fichier, il va s'ouvrir dans mon ordinateur. Donc, je n'aurai pas besoin d'enregistrer ailleurs. Ça sert vraiment comme lieu de stockage. Ensuite, je vais vous montrer plutôt cette partie… Ah oui, je peux aussi insérer des fichiers PDF. Hop. Donc, je viens ici, je mets fichier et je mets, par exemple, un PDF. Je mets un document. Et du coup, ces documents, en fait, il va apparaître… Je crois qu'il charge. Ouais, voilà. Il va apparaître là-dedans. Donc, si par exemple, ici, je suis en cours de mathématiques multiplication et j'ai un PDF avec un exercice de multiplication, hop, je l'ajoute ici. Je peux aussi ajouter mon manuel scolaire, par exemple. Ensuite, du côté droit de l'écran, je vois des outils pratiques. Donc, je clique sur ces petits menus ici et en fait, je vois ce qu'on appelle des plugins. C'est des outils en fait, qu'on a conçus pour venir aider les enfants 10. Donc, en fait, le plus intéressant, ils sont tous intéressants, mais pour les enfants dyslexiques, l'intéressant, ce sera l'adaptation du texte. Donc, en fait, l'élève va pouvoir très facilement en fait, venir ici et, par exemple, ajouter un séparateur de syllabes. Donc, en fait, il va pouvoir ajouter, vous voyez dans l'écran, un séparateur entre chaque syllabe, ce qui peut venir l'aider, par exemple, à identifier la séparation de syllabes et du coup, pouvoir mieux lire. Il peut aussi changer le espacement, en fait, entre mots, entre syllabes. Vous voyez, à chaque fois que je clique, en fait, le espacement, il monte. Donc là, les lignes, je trouve qu'elles sont trop proches les unes des autres. Et aussi l'espacement des lettres. Donc voilà, on peut vraiment paramétrer de façon que ça puisse aider l'enfant. Ensuite, en fait, on peut ajouter des couleurs. Et les couleurs, en fait, je peux les ajouter par mot, par syllabe ou par son. Donc, si je veux choisir des couleurs par mot, donc là, je clique simplement ici. Vous voyez, chaque mot, il s'est mis en évidence. Donc, ici, je peux ajouter autant de couleurs que je veux. Je trouve qu'il y en a trop et je ne veux que 3 couleurs différentes. Donc là, vous voyez les 3 couleurs. Mais je peux retourner et ajouter autant de couleurs que je veux. Je peux aussi paramétrer les couleurs. Donc, le but, c'est de vraiment permettre à l'élève de paramètres, de customiser de façon qu'ils viennent vraiment lui apporter en aide. Donc là, par rapport aux syllabes, c'est pareil, c'est la même chose. Et sur les sons, tu veux présenter? Oui, et sur les sons, en fait, du coup, on va pouvoir choisir un son, notamment des sons qui sont compliqués, comme le son « est », par exemple, qui va être analysé et mis en couleur
voilà, en fonction de comment il se prononce. Donc, à chaque fois que vous voyez du rose, c'est le son M. J'espère que vous voyez bien mon écran. Ouais, vas-y, change. Donc ça, c'était le plugin qu'on appelle adaptation du texte. Ensuite, on a un plugin de lecture vocale. Donc, en fait, quand la personne active la lecture vocale, il y a ce bouton-là qui va apparaître et quand je vais cliquer, c'est le système qui va me lire. Je vais tester pour voir que ça fonctionne avec vous, mais comme je suis en partage d'écran, des fois, ce n'est pas évident. Les troubles 10 sont des troubles cognitifs spécifiques durables qui regroupent les dysfonctionnements des fonctions cognitives du cerveau relatives au langage. Je ne sais pas si vous avez vous réussi à écouter, mais en tout cas, elle est en voix de synthèse en fait, qui est venue lire le texte pour moi. Ensuite, je vais vous montrer un autre. Tu veux que je montre le PDF? Excusez-moi. Donc là, je vais vous montrer. Tu peux ouvrir déjà celui-là? Oui. Donc là, je vais vous montrer les autres outils, donc notamment les opérations. Donc avec les opérations, en fait, l'élève va pouvoir très facilement venir poser des opérations. Donc là, il vient rentrer ses chiffres. Et en fait, le logiciel s'occupe de la mise en page, mais il ne s'occupe pas de donner les réponses. Donc en fait, ce que vous avez vu, c'est que quand j'ai rentré des chiffres, il y a les petits boutons, les petites cases, pardon, qui sont apparues. Et ce qui est notamment intéressant dans une division, parce que on dyspraxique, par exemple, il ne va perdre du temps à faire les tracés. Donc, ici, je vais changer les valeurs. Donc, vous voyez, il a les cases qui sont apparues avec, ici, je peux faire ma soustraction. S'il n'a pas cette case, en fait, je peux ajouter. Donc, il n'a pas de réponse, en fait, à la division. Il a vraiment les cases, donc l'élève il va pouvoir venir et il va pouvoir écrire lui-même ses réponses parce que ce qu'on veut, encore une fois, ce n'est pas lui donner les réponses, mais c'est de lui donner les outils pour qu'il puisse lui-même développer son raisonnement et aller jusqu'au bout et développer justement sa connaissance par rapport aux mathématiques. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que cette division que j'ai construite avec vous, je vais la transférer, hop, vous voyez, dans mon cahier. Donc là, j'ai transféré 2 fois. Elle est ici. Et après, je vais continuer. Je vais faire une multiplication. Donc, je vais faire 12 multiplié par 5. Donc, vous voyez, il a tout ce qui est apparu. Je peux venir ici, je peux rentrer mes chiffres. Je fais des exemples. C'est vraiment pour qu'on puisse comprendre. Et ensuite, je clique sur un bouton et ça va s'afficher dans mon cahier. Donc, imaginez que je suis en cours de mathématiques. Je vais faire mon cours de multiplication. J'ajoute facilement la multiplication ici. Et imaginez aussi que je veux modifier. Et là, si je veux modifier, vous avez vu, je clique dessus et il va m'afficher ici. Je vais faire, je vais cliquer sur la multiplication. Et la multiplication est apparue ici. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand vos enfants ils sont en train d'utiliser des logiciels différents, notamment POSAP, GeoGebra ou des choses différentes, ils doivent faire des captures d'écran pour coller dans Word ou LibreOffice et des captures d'écran pour ne pas modifier. Et ça ajoute en complexité parce qu'une fois qu'il ne peut pas modifier, bah, il a besoin de perdre du temps, de recommander et venir des élèves. Donc, après, on a aussi un outil qui est assez intéressant pour les mathématiques, qui c'est l'écriture de formules. Donc là, l'élève va pouvoir dire, écrire normalement avec ses chiffres. Donc, il va pouvoir dire 1 sur racine carré de 2. Et vous voyez, automatiquement, sans que j'aie besoin de faire quoi que ce soit, c'est apparu ici. Et toujours pareil, avec un clic, il vient, elle est ajoutée dans mon cahier. Donc là, c'est quelque chose qu'on a conçu en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a conçu pour que l'élève n'ait pas besoin d'aller sélectionner symbole par symbole, donc symbole racine carrée, et puis après mettre le X, comme ça fonctionne sur Word, par exemple, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, en fait, on a conçu un système où il va utiliser des mots, comme vous voyez à l'écran, vraiment des mots, comme on dit à l'oral, enfin,
et non des symboles. Et c'est le logiciel, en fait, qui va s'occuper de transformer. Donc là, on va faire un autre exemple plus simple. Donc 10 plus 20 moins 15. Voilà, donc vous voyez, j'ai simplement écrit, je n'ai pas eu besoin de sortir de mon clavier ou sélectionner des symboles. C'est déjà là. En un clic, je transfère et c'est dans mon cahier. Et ça donne en fait aux enfants une chose assez importante, c'est leur donne du temps. Ça leur permet de suivre le rythme en fait en étant assez rapide et pas perdre du temps parce qu'ils sont sur ordinateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est le PDF. Donc là, je peux afficher les PDF directement dans mon cahier. Je peux venir en fait agrandir ici. Donc là, j'ai mon PDF. Et je peux changer de page. Et je peux aussi écrire du texte directement. Donc là, par exemple, je vais écrire mon livre. Il est là. Hop, je valide. Et le texte, il est ici. Donc, imaginons que je veux mettre mon nom ici. Je vais écrire Minaj et puis c'est validé. Donc, c'est assez pratique en fait pour un enfant qui va pouvoir ajouter ses réponses. En fait, imaginons que c'est un exercice, il va pouvoir dire exactement ici et pas avoir besoin en fait d'ouvrir un autre logiciel qu'il ne va pas voir dans le même écran et jongler entre les deux. Donc là, j'ai fait mes modifications avec un bouton dans mon PDF, j'enregistre. Donc là, mon PDF qui sera enregistré. Et une fois qu'il est enregistré, ben, j'ai mon exercice et je pourrai envoyer à mon enseignant l'exercice déjà répondu, par exemple. Et enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est la question de... attends, je te montre en seconde, c'est la dernière chose. Hein. Vous avez... Bon, déjà, c'est quelque chose qu'on continue à développer. Hein, donc, on ajoute des outils régulièrement. Et le but, c'est d'ajouter effectivement les outils pour les frises chronologiques, les outils pour la géométrie, etc. En fait, de tout faire tenir dans un seul logiciel pour qu'il n'y ait plus besoin de naviguer entre plusieurs. Je vais vous montrer la dernière outil, c'est la dictée vocale. Donc là, j'ai activé. J'espère que vous voyez mon écran, mais il y a quelque chose qui est apparu ici en bas qui me demande d'activer mon micro. Donc là, j'active mon micro. Et en fait, une fois que j'active mon micro, il est en train de m'écouter. Bonjour, je m'appelle Mina. Je suis en train de vous présenter un logiciel. Bon, ça ne fonctionne pas toujours. Peut-être que toi, tu vas y aller. C'est très mon accent. Je suis en train de vous présenter un logiciel. Tu m'écoutes encore? Je pense que oui, c'est activé. Je suis en train de présenter un logiciel. Bon, il y a un bug. Bonjour, je m'appelle Mina. Ah, c'est le bug qui disait. Ah, mais je sais pourquoi. C'est la langue. Tu vois. Ah, il est... Oui. Hola, bon dia. Eu me chamo Minaj. Ouais, ok. En fait, c'est parce que nous sommes dans une autre langue. Il est configuré avec la langue du système, et la langue du système est en portugais pour... ouais. Bon, je vous demande d'essayer par vous-même. Parce que on est en live, on est en démonstration live, et du coup, des fois, ça ne fonctionne pas comme on veut. Mais je vous demande d'essayer par vous-même parce qu'on a des bons retours comme quoi ça marche bien. Par contre, attention, il faut utiliser la version Chrome. Pour le moment, on a une solution qui ne fonctionne que sur Chrome par rapport à ça. On est en train de travailler sur... Voilà. Donc, on a fini. On a essayé de vous présenter les outils, les fonctionnalités de CantoScript qu'on a pensé. On essaie aussi de vous montrer le pourquoi c'est important de penser à ces outils, pourquoi c'est important les numériques pour l'enfantise et de bien choisir les logiciels. Pour finaliser, en fait, je voulais vous dire que Canto est une entreprise en fait sociale et solidaire. Donc, on n'est pas tout l'argent en fait qu'on gagne. On veut dire que le bénéfice n'est pas l'objectif de l'entreprise et que l'objectif c'est plutôt d'avoir un impact social justement et solidaire sur
sur la société. Exactement, et pour qu'on puisse continuer à développer de nouvelles fonctionnalités. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, des fonctionnalités ou des outils qu'on puisse intégrer dans notre logiciel, il ne faut surtout pas hésiter à nous partager, parce que nous, on est là pour être vos petits bras, en fait, quelque part. Nous on s'occupe de l'informatique. Ben, vous êtes plus proche des enfants, des enseignants, donc n'hésitez pas à venir vers nous avec des idées, en fait, par exemple, des outils qui vous pensez importantes. Là, en ce moment, on travaille sur les correcteurs orthographiques pour pouvoir l'ajouter et pouvoir aussi avoir l'outil de frise chronologique, parce qu'on trouve assez important. Mais il y a d'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure. Il y a notamment la version de tablette aussi que François y travaille. Ouais. Il a plusieurs choses. Géométrie, fonction aussi. C'est ça. Donc merci. Pour finaliser, en fait, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont me poser la question, mais en fait, on vous propose un abonnement, en fait. Et pourquoi un abonnement? Parce qu'il y a plein d'autres outils qui vont arriver au fur et à mesure. Et ça prend tout en charge. Donc là, c'est 14 € par mois. Mais pour tous ceux qui sont là et qui ont regardé le webinaire, on a pensé à une offre spéciale pour vous de 50%. Du coup, ça va être 7 € par mois. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un code promo en fait, que vous avez reçu par mail que j'ai envoyé à chacun de vous tout à l'heure. Et dans cette mail, il y a le code promo. Et avec ces codes promo, vous le rentrez à un moment de l'inscription et vous avez droit à 50% de réduction. Donc voilà, j'espère que ce qu'on vous a partagé a été utile. Je vous laisse ici nos coordonnées pour pouvoir revenir vers nous. Je vous demande de nous excuser s'il y a quelque chose qui ne vous avait pas plu ou si on a eu des soucis lors de la démo. Ce n'est pas évident. Nous aussi, on apprend. Les codes promo, il est valable jusqu'à ce soir. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de faire pour vous. Parce que vous nous avez passé 1h30 à nous écouter, donc vous m'aidez bien. Non, mais en tout cas, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec Dizaine et qui, du coup, on a voulu vous faire bénéficier. Donc voilà, je reste là. Moi et François, on reste là pour répondre à vos questions. J'espère que ça vous a été utile. En tout cas, on a beaucoup travaillé pour que ça vous ait été utile. À la fin, on s'est dépêché pour vous présenter quand même ce qu'on fait Cantu. Et ça a été un peu rapide. Donc, si vous avez des questions sur Cantu, n'hésitez pas. Ou sur le trouble 10, n'hésitez pas. Je sais aussi qu'il y a Sébastien qui on tient beaucoup à remercier pour tout son support qui est génial et qui compte beaucoup pour nous. Merci Sébastien. Je ne sais pas si Merci à vous. Tu veux faire un dernier mot? Oui, bah, je vais partager un petit quelque chose, si vous me le permettez. Et puis, pour finir aussi sur le travail, hop, tac, je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, c'est le... Est-ce que vous l'avez là ou pas? Voilà. Vous le voyez? Ouais, on voit. Voilà. Donc, c'est pour bien dire à tout le monde, en fait, hein, vous savez, tout ce qu'on fait, tout ce qui peut être fait pour nos 10, ça reste de la volonté humaine. La réussite ne viendra que de nous, de notre union, hein, de notre mobilisation, aussi bien, comme je vous le disais, parents, enfants, enfin pour nos enfants, mais parents, enseignants, corps médical, voilà. On n'y arrivera qu'ensemble. Voilà, chacun de son côté, on ne pourra jamais y aller. Je veux dire, la division n'a jamais payé. Il faut vraiment s'unir pour être encore plus fort. Alors nous, notre détermination que nous crions et que le sujet que nous prenons à bras le corps depuis 2 ans et demi, voilà, c'est de dire voilà, nos enfants sont notre avenir, nous devons les accompagner. Voilà, il faut agir autrement pour des enfants qui apprennent différemment. Alors, il faut se mobiliser, il faut qu'on change l'avenir ensemble, et je pense qu'on a tous envie de changer l'avenir ensemble. Et la preuve en est, c'est que c'est à force d'en parler, d'agir, de communiquer la parole des 10 partout où on peut être, que ça rentre dans les mœurs. L'immobilisme n'a jamais payé non plus, mais il existe encore. La preuve en est, c'est qu'avec Mina, et nous avons parcouru, comme je vous le disais tout à l'heure, des collèges, des lycées. Elle a toujours été présente, elle est venue à la journée des 10.
Mina peut vous en parler. On a eu un lycée qui a décidé de prendre un lycée agricole, hein, voilà, qui a décidé de prendre des licences, voilà, d'accompagner ses élèves. Alors c'est des élèves, attention, au lycée agricole, c'est des élèves qui ont entre 14 et 50 ans. Et ça marche, et ils en sont ravis. J'ai encore eu une école pas plus tard que lundi, voilà, avec qui on risque fort justement on a proposé les licences, on a vu proposer le Cantou, et c'est vrai qu'ils ont trouvé ça très sympa, donc à découvrir. Et on a une école qu'on n'a pas visitée, mais qui ont entendu parler et qui équipe déjà les enfants avec Cantou. Alors, j'étais aussi surpris, vous voyez. Donc, c'est à force d'en parler, à force d'accompagner, à force de travailler ensemble, tous les efforts de chacun, voilà, la raisonnabilité, et puis surtout surtout accompagner nos jeunes, vraiment, les accompagner. Hein. Et puis, bon, on parle des jeunes, il y a les enfants, les jeunes adultes, hein, et puis, bien évidemment, les adultes. Hein. Donc, n'oublions personne. Sachez qu'on est 10 et on mourra 10. Donc, ça ne sera toujours qu'un accompagnement. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie énormément, vraiment à tous, d'être présents, parce qu'on a été nombreux, et j'en suis très surpris. D'ailleurs, on a eu des gens de Joie d'Angleterre, du 77, du Loir-et-Cher. Moi, je suis toujours très surpris. Mais donc voilà. Mais sachez une chose, c'est que voilà, si vous avez un problème, alors nous on a beaucoup à faire dans l'Aisne, mais si vous avez vraiment un souci, rapprochez-vous de votre association qui est proche de chez vous. Et puis si toutefois, si vous n'arrivez pas à les contacter, contactez la Fédération française des 10, hein, sur la page internet, hein, vous tapez FF10, vous allez les trouver. Et puis vraiment, dernier carat, si vraiment vous arrivez à avoir personne, vous tapez 10N sur Google, vous allez nous trouver tout de suite. Voilà. Et puis on fait assez de bruit comme ça, comme vous allez voir, on met toujours une petite photo où on va défendre, ou avec tous nos amis et tous nos adhérents, on s'unit pour aller à l'Assemblée nationale et défendre la cause des 10, où on est entendu. Voilà. Donc, je vous rappelle que la preuve en est, c'est qu'à force de, notre présidente de la FF10 va être décorée de la Légion d'honneur. Voilà. Donc, ce n'est pas rien. Donc, c'est à force de. À force. Le travail paye. Voilà. Donc je l'en félicite, et je félicite son combat auprès des 10 voilà, pour la France. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Excusez-nous encore si ça n'a pas été tout à fait bien calé, mais c'était une première, hein, pour nous. Hein. C'était une première. Hein, donc, on sera meilleur à la deuxième. Voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end, plein de belles choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et surtout, transmettez la parole des 10. Voilà, il faut aller de l'avant. Voilà, pour nos enfants, il faut aller de l'avant. De l'avant. Jamais s'apitoyer. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est. Voilà, mais il faut être positif, et puis il faut y aller. Et votre enfant vous rendra faut pas rester seul. Voilà, exactement. En tout cas, je remercie énormément Cantou, toute l'équipe de Cantou également, parce qu'ils sont une sacrée équipe derrière. Parce que là, vous en voyez qu'un eux, mais ils sont une sacrée équipe derrière. Et je vous assure que c'est suivi et ça bosse. Et c'est manié une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Donc, bravo. bravo. En tout cas, merci beaucoup. Bravo à toi, Sébastien. Et nous te remercions. Franchement, tout ce que tu fais, c'est incroyable. Donc, merci à tout le monde qui a participé. Je vous libère. Je pense que vous voulez profiter de votre samedi. Juste, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des questions. N'hésitez pas à en faire. Ah oui. Oui, j'aurais une question. Juste pour vous dire que la présentation vous sera envoyée, le livre blanc. Juste après, si c'est en seconde. Juste le livre blanc, je vais vous envoyer avec tous les détails. Vous voyez, les 30 pages et tout ce que je vous ai dit. Il aura à l'intérieur avec beaucoup de détails. On a vraiment préparé ça avec des ergothérapeutes pour vous offrir quelque chose d'assez qualitatif. Donc, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir dans votre mail lundi. Et aussi, vous pouvez aller tester, en fait, on vous a parlé depuis et tout ça, mais vous pouvez juste simplement tester. C'est gratuit et ça nous aiderait, en fait, à aller dans la bonne direction. Si vous avez des remarques à nous faire, en fait, nous disant, non, mais là, il y a ça qui ne va pas, ou au contraire, il y a ça qui est très bien, mais qu'il faut développer. On prend tout et on va vraiment construire un outil qui va les aider et qui, surtout, pour moi, le plus important, et la raison pour laquelle je me bats tous les jours, c'est que ça soit utile pour vous et pour les enfants. Donc, un grand merci. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rajouter une chose.